Je reviens sur la question de la laïcité. Alors, il y a un paradoxe concernant la laïcité et l'islam, notamment. Comme le disait d'ailleurs un des interlocuteurs dans ces débats que je suis actuellement à propos de l'émission Les Grandes Questions de François-Olivier Gisbert, qui rappelait que l'islam était déjà porteur d'une certaine laïcité. Alors, laïcité, ça ne veut pas dire forcément égalité. Ça veut dire une tolérance dans la différence. Dans la différence. Et donc, finalement, une indifférence par rapport à la différence, si on voulait jouer sur les mots. Le statut de dhimmi, par exemple, renvoie à une forme de laïcité, qu'on le veuille ou non. Que les chrétiens et les juifs puissent garder leur religion, c'était tout à fait admis par l'islam, sous certaines conditions. Lorsque l'islam envahissait d'autres pays, et notamment en Europe, puisqu'il a envahi tous les Balkans à une époque, il n'était pas question d'islamiser tout le monde, d'autant plus que les musulmans n'étaient pas redevables d'un certain impôt, à la différence des chrétiens et des juifs. Or, comme l'islam avait besoin d'impôts, il n'avait pas forcément intérêt à convertir tout le monde. Je ferme la parenthèse. Donc, la notion d'empire va vers l'idée d'État et l'idée de laïcité. Parce que pour moi, l'État et la laïcité vont de pair. L'État est garant de la laïcité. Et la laïcité, c'est-à-dire il est garant de la coexistence des nations entre elles. Alors qu'on le veuille ou non, je reprendrai le terme qu'on emploie sous la Révolution française, chaque religion est une nation. Clermont-Tonnerre, à la fin de 1789, disait tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. Donc il les voyait comme une nation. Et Napoléon, finalement, avec son consistoire, il a élaboré quelque chose qui était d'ordre de la nation juive. Donc le mot nation c'est une façon de parler de la fraction, finalement. Il y a au sein d'une communauté, d'un groupe, des nations. Donc, il faut démystifier le mot nation pour indiquer qu'il est un clivage, qu'il est une marque de particularisme. Et que l'idée qu'il y aurait une nation tout entière d'un seul tenant, c'est complètement utopique, sinon dystopique. Parce qu'en fin de compte, là, il y a eu un abus de langage. On a fini par appeler nation ce qui était des empires, en fait. Alors, c'était souvent par ceux qui étaient opposés à l'empire de dire mais ce n'est qu'une nation. Enfin, ou plus exactement, il y a une nation derrière tout cela. Et c'est vrai que par exemple dans l'empire ottoman, il y avait un pouvoir dominant qui était les Turcs, qui dominaient un ensemble beaucoup plus large. Et évidemment, il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, l'empire, le Reich allemand, est évidemment dominé par l'Allemagne, même quand ça a regroupé. Et le Reich, l'empire napoléonien, était dominé par Paris, même s'il s'étendait beaucoup plus loin et qui englobait une très grande partie de l'Europe continentale. Bon. Donc, il y a tout un débat, toute une petite guerre sur le mot nation, mais il faudrait quand même dépasser, démystifier le mot nation, ça me paraît absolument urgent. Alors, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État de 1905, et même la Déclaration des droits de l'homme, fin du XVIIIe siècle, pose la question de la laïcité. Mais cette laïcité, comme l'a dit très bien une personne dans un débat, elle est déjà là avec l'édit de Nantes, en 1598. Lorsqu'il s'agit d'établir la cohabitation, la coexistence entre les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants, réformés. On est déjà dans une sorte de laïcité 200 ans avant la Révolution française, à peu près. Et d'ailleurs, dans mes travaux sur Nostradamus, sur les centuries, on voit bien qu'il y a certains centuries qui sont du côté du monde catholique et certaines centuries qui sont du côté du monde protestant.
et qu'on les a réunis ensemble sous un seul et même volume. C'est assez comique d'ailleurs. Et après, on a oublié ce clivage. Mais ce clivage, il a perduré, puisque les centuries sont toujours publiées en 2 volumes, en 2 volets. 7 centuries d'un côté, 3 centuries de l'autre, etc. Avec la préface à César pour le volume à 7 centuries, et la préface, ou appelée ça autrement, l'épître à Henri II, Henri II, pour les 3 dernières centuries, etc. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais il est clair que la France a inventé la laïcité déjà à ce moment-là, cette laïcité qui a été cassée par Louis XIV en 1685, donc même pas un siècle après l'édit de Nantes, en réfutation par l'édit de Fontainebleau de l'édit de Nantes. Mais on avait déjà quand même cette période de près d'un siècle, et un siècle après la réfutation, la révocation de l'édit de Nantes, on a retrouvé à peu près la même idée d'une laïcité affirmée par les idées de tolérance, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Autriche. Et d'ailleurs, comme je disais l'autre jour, Clermont-Tonnerre, lorsqu'il se réfère au statut des Juifs, se réfère explicitement à ce qui a été établi en Autriche par l'empereur Joseph II, frère d'ailleurs de Marie-Antoinette, et femme de Louis XVI, et enfin du futur Louis XVI, parce qu'elle l'a épousé avant qu'il ne soit au pouvoir, pour des raisons d'ailleurs diverses. Et donc, voilà, la laïcité, c'est le résultat de la diversité, la conscience de la diversité. Accepter la diversité. Alors maintenant, comment faut-il la vivre, cette diversité? Il faut la vivre en admettant que les gens n'aient pas besoin, il faut éviter la promiscuité, je dirais. Laïcité et promiscuité. Mais cette laïcité, c'est aussi la coexistence entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, d'une certaine manière, la laïcité a coïncidé aussi avec, en tout cas celle de la Révolution française, et puis celle ultérieurement, en 1905, a coïncidé aussi avec l'idée de laisser aux femmes leur place, etc. Donc n'oublions jamais que la question du masculin et féminin, de l'élite et du peuple, la base, est une question aussi fondamentale pour la compréhension d'une société que les questions de clivage religieux et linguistique ou ethnique, etc. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la laïcité, au fond, c'est aussi normalement la règle de l'Union européenne, une diversité, mais chacun restant dans son coin, quelque part, sauf au niveau des élites. L'Europe n'a pas fait avancer beaucoup, on a vu avec le mondial de foot, les sensibilités régionales et nationales, etc. Bon, donc, et à ce propos, la nation apparaît souvent justement dans ces contextes particuliers des matchs de foot. Et après, après ça se redissout. Et donc, voilà, il faut accepter, la laïcité étant liée à la notion d'empire, à mon avis, empire, et même une nation est un empire, parce qu'elle est constituée d'un ensemble très varié de facteurs. La laïcité implique une certaine géographie des choses. Et ça, il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre. Il faut accepter que les gens puissent avoir des lieux où ils puissent vivre ensemble, entre soi, et ça me paraît essentiel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des quartiers comme le quartier chinois dans le 13e, nous sommes là actuellement? Ou est-ce que, et quelles sont les limites dans lesquelles on doit s'enfermer sans tomber dans l'apartheid? Mais l'apartheid, ça fait penser à appartement, et dans un appartement, quand il y a une famille qui a un appartement, chaque enfant a sa chambre. Donc, quelque part, on ne peut pas, à moins d'être les uns sur les autres, il y a quand même une forme de répartition géographique, même au sein d'un appartement. Toi, tu as cette chambre-là, etc. Bon. Donc, il y a cette notion de répartition géographique des quartiers, des modes de vie. On peut imaginer que dans tel endroit, eh bien, des gens veulent se retrouver entre certaines personnes,
et ne veulent pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. À mon avis, c'est légitime. Et inversement, il y a un temps pour se retrouver entre gens différents, par exemple, je sais pas moi, les transports en commun, par exemple, dans la rue, éventuellement, et puis il y a un temps pour vivre, même les restaurants, et même, etc., où on a envie de se retrouver entre gens qui se comprennent, qui ont les mêmes codes, qui ont le même savoir-vivre ensemble. Et ça, on ne peut pas imposer aux gens d'avoir le même savoir-vivre ensemble. Les femmes et les hommes n'ont pas le même savoir-vivre ensemble. L'élite et le peuple n'ont pas le même savoir-vivre ensemble. Donc il faut quand même, si on arrivait à comprendre l'importance de ces clivages peuple, base, homme-femme, on minimiserait, on relativiserait d'autant plus les clivages d'un autre type. Mais ce n'est pas les clivages principaux. Si on n'arrive pas déjà à gérer la question des hommes et des femmes et des élites, etc., ce qui d'ailleurs se gère plus ou moins tout seul, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les femmes aiment bien se retrouver entre elles, les élites entre elles, etc. Donc, bon. Mais ce n'est pas reconnu explicitement, d'où le fait qu'on dise ah, il y a assimilation, l'intégration, c'est pour les immigrés. Ça ne veut rien dire. Même un enfant, le clivage entre l'enfant et l'adulte, c'est aussi un clivage fondamental, qui passe par différentes étapes d'éducation, qui est un sas pour passer de l'état d'enfance à l'état d'adulte. Bon, ben ça aussi, c'est géré. Et à ce sujet-là, je voudrais insister sur le fait que les changements nécessaires pour s'intégrer, pour passer d'un groupe à un autre, mais s'intégrer, ça ne veut pas dire qu'on quitte son groupe, ça veut dire simplement qu'à un certain moment, on n'est plus dans le groupe, on va ailleurs. Mais on dépend quand même du groupe d'origine. Et on retrouve le groupe d'origine tôt ou tard. Quand on a un mode de vie dans sa famille, avec ses copains, et puis quand on n'est pas avec ses copains, il y a un autre mode de fonctionnement. On peut avoir des processus d'intégration qui peuvent varier au cours de la journée. L'intégration, quand on est dans le bus, c'est une intégration. Quand on est avec des parents, c'est une autre intégration, etc. etc. Donc ce n'est pas un truc unidimensionnel, l'intégration. Par conséquent, oui, il y a cette question on est à géométrie variable, notre identité est à géométrie variable, parce que nous fréquentons des milieux divers, que les femmes entre elles ne parlent pas de la même manière que lorsqu'elles sont avec des hommes, et inversement, etc. etc. Chacun donne le champ, chacun essaie de parler plus ou moins le langage de l'autre, etc., etc. Chacun est un peu dans le déni de sa spécificité. Bon, peu importe. Puis d'autres moments, il est au contraire dans l'affirmation de sa spécificité. Ça varie au cours de la journée, à la limite. Donc, voilà la question de la laïcité, elle est la conséquence de la diversité. Et l'État, c'est pas la nation, l'État. L'État, il est là pour gérer les nations. Et à ce propos, je terminerai sur un petit questionnement, parce que je crois que dans les débats, ce qui est important, c'est plus les questions que les réponses. Et c'est beaucoup plus rapide de poser des questions que de donner des réponses. C'est pour ça que le débat a besoin d'être fluide et rapide, et pas que les gens doivent passer une heure à expliquer pourquoi ils etc. Donc, l'Union européenne, c'est un empire, mais c'est un empire où est le centre de l'Union européenne? Qui en est responsable de cette Union européenne? Qui en est où est-ce qu'il est l'État? Alors, bon, dans d'autres cas, la plupart des empires, on sait qu'il y a eu tel État. Il y a la France, il y a la Turquie, bon, il y a Berlin, il y a Istanbul, il y a Paris, il y a Londres, bien entendu, etc. Et dans le cas de l'Union européenne, on ne sait, c'est pas très clair. Et en même temps, la France n'est certainement pas étrangère à la création de cette union. En 1957, si la France n'avait pas voulu que ça se fasse, ça ne se serait pas fait. On n'aurait pas fait le marché commun avec les vaincus, l'Allemagne et l'Italie, le fameux axe Rome-Berlin, Hitler-Mussolini, ça n'aurait pas eu de sens. Donc finalement, c'est la France qui a quand même accepté cette dynamique de ces trois puissances, plus le Benelux, qui sont les trois petites puissances, Benelux, Belgique, Néderlande, Luxembourg. C'est ça qui a appelé, ce qu'on appelle ça l'Europe des 6. Maintenant, on est à 27 ou 28.
Donc, là aussi, il faudrait se poser la question, qui assume complètement cette Union européenne? Qui a voulu cette Union européenne? Est-ce que ça correspond aux valeurs de la France? D'une certaine manière, la laïcité à la française pouvait préparer, par certains côtés, cette idée d'Union européenne, de marché commun, du traité de Rome. Voilà une question que je pose.